68 heures pour remplacer 3 fois 500 mètres de voie. On va faire 3 fois 500 mètres en gros côté Port-Bou. C'est ce que l'on appelle une opération coup de poing. Et c'est le défi qu'ont relevé les équipes de TSO déployées à Narbonne durant le long pont de l'Ascension. C'est quand même relativement physique. Nous avons 68 heures d'interception en continu de jeudi 9h. On doit rendre les voies dimanche à 6h du matin. Un chantier qui a mobilisé de très gros moyens, une petite centaine de personnes et plusieurs trains spécialisés, dont un engin qui n'est de sortie que pour les opérations de cette envergure. Un long week-end de renouvellement de voies avec la machine qu'on appelle la DRL. La circulation ferroviaire a été totalement interrompue dans une grande partie de la région Occitanie, où la SNCF a voulu profiter de ces 2 jours fériés consécutifs suivis d'un week-end pour réaliser de multiples travaux. La gare de Narbonne, au cœur d'un véritable nœud ferroviaire par lequel passent de très nombreux trains de voyageurs et de fret, engagés sur les lignes vers Toulouse, Montpellier et l'Espagne, a dû être fermée pendant 3 jours. Alors, quelles sont les grandes étapes d'un tel chantier? Qui fait quoi? Comment est-il possible de mener à bien de pareils travaux en quelques heures seulement, là où il faut souvent compter plusieurs semaines? Je réponds à ces questions et à quelques autres encore dans ce nouveau numéro. Bonjour et bienvenue dans l'Aiguillage. Mais commençons par le commencement. En quoi consiste ce chantier? C'est un chantier TSO qui va renouveler 3 voies, donc sur 3 jours successifs. Ça a commencé mercredi et ça finira dimanche matin, avec l'ensemble du renouvellement, rail, traverse et ballast. C'est des tronçons d'environ 500, entre 500 et 600 mètres, en fonction des voies et des positions des appareils de voie. Et donc, les trois jours vont se succéder avec la dépose de la voie, la pose d'un chemin de roule, le remplacement ensuite des traverses, du ballast, la repose des nouvelles traverses et toutes les phases de relevage, de libération, de soudure qui sont en cours sur la voie qui a été faite hier. Ce sont à peu près toujours les mêmes étapes qui reviennent sur ce type de chantier appelé RVB pour renouvellement voie ballast. On peut en distinguer 4, plus une, intervenant en amont du chantier lui-même, regroupant les travaux préparatoires et d'approvisionnement qui consistent à organiser le déroulé de l'opération et à faire parvenir sur le site à traiter les matières premières qui seront stockées sur des wagons stationnés sur une base arrière. De nuit, les rails neufs seront déposés près des voies, parallèlement à ceux qui seront conduits à remplacer. Cela sera fait quelques semaines ou au plus tard jours avant le début des travaux. Simultanément, une signalisation provisoire a été installée car les trains de chantier souvent très longs risqueraient d'engager le gabarit de celle existante. Et des opérations de marquage et de topographie ont été réalisées. Je vous en parlerai un peu plus tard car elles sont liées à d'autres qui n'interviennent qu'à la fin du chantier. Donc on a eu des travaux préparatoires de nuit, comme les déchargements de rails, la mise en place de LTV, donc limitation temporaire de vitesse, pour réduire la limitation des trains qui circulent en journée lors des travaux. Et ensuite, ça a été une organisation, les commandes de fourniture, la réservation du matériel, la planification du personnel, l'achat de matière et autres. Alors la préparation, elle a commencé fin mars, début avril. Et nous avons eu les premières nuits, si je ne dis pas de bêtises, début avril, avec le déchargement LRS et la mise aussi par le service signalisation SNCF, la mise en provisoire de la signalisation ferroviaire. Le jour J, les différents engins impliqués sur le chantier sont amenés par leurs propres moyens quand c'est possible. C'est le cas des pelles rail-route qui arrivent par la route et se positionnent d'elles-mêmes sur les rails. Sur un train, sinon, différents équipements étant livrés à partir de wagons et descendus par une grue sur les voies. On va pouvoir dès lors passer très rapidement à la première étape appelée travaux de substitution. J'y viens dans un instant. Suivront juste après le ballastage, le relevage avec des petits engins et les finitions comprenant la libération de la voie qui n'existe que dans le cadre de la pose, comme c'est le cas ici, de longs rails soudés. Mais revenons aux travaux de substitution qui constitue sans doute la phase la plus délicate, mais aussi la plus spectaculaire d'une opération de renouvellement voie ballast. Il existe divers moyens pour la réaliser.
Dans le cadre d'une opération coup de poing, comme ici à Narbonne, qui consiste à effectuer le renouvellement de la plus grande longueur de voie possible dans un temps limité, il est fait appel à plusieurs trains. Chacun d'eux circule derrière une équipe dédiée. La première est celle qui s'occupe du tronçonnage de la voie à remplacer en panneaux de 15 ou 18 mètres selon le tonnage. Ces sections sont montées sur des wagons plats qui seront évacués vers la base arrière pour un traitement ultérieur. Derrière ce train appelé de dépose, il n'y a provisoirement plus du tout de voie. La deuxième équipe va donc avoir comme mission de prendre les nouveaux fils de rail qui ont été posés le long de la voie lors de la phase d'approvisionnement du chantier pour les mettre à la place des anciens. Cette manipulation est faite à l'aide d'une petite machine appelée substitueuse. Le reste de l'équipe qui intervient sur cette phase de travaux va alors attacher les rails à des entretoises qui vont remplacer provisoirement les traverses, afin qu'un deuxième train, dit de coupe, puisse circuler sur un simple chemin de roule. Ce deuxième convoi est au cœur du dispositif. C'est une véritable usine ambulante qui intègre un outil unique en France, une DRLC pour dégarnisseuse ripeuse longitudinale combi. La DRL est un peu particulière parce que du coup, elle fait remplacement ballast, traverse et rail en un seul passage. La plupart des machines remplacent soit le rail et les traverses, et le ballast, souvent, c'est plutôt une dégarnisseuse. L'intérêt d'une DRL est donc que c'est une machine capable à elle seule de traiter ces trois opérations. Ce qui rend unique celle qui est utilisée par TSO, c'est qu'elle est compacte. Contrairement à d'autres dégarnisseuses, ce sont des godets qui sont utilisés pour dégarnir le ballast et il est possible de modifier la largeur de la zone à traiter, ce qui lui permet de se faufiler un peu partout, là où d'autres engins utilisent une chaîne qui passe sous les rails, sans possibilité de modifier la largeur de dégarnissage de la voie, ce qui rend leur intervention impossible dans certains endroits trop exigus, comme dans les gares, où ils seraient gênés par les quais. La DRLC est une machine qui n'appartient pas à TSO, mais à une entité suisse avec qui l'entreprise a signé un accord de partenariat exclusif. Et ils nous apportent leur machine. Et, car Schweitzer est exclusivement en travail avec nous, TSO. Donc ça apporte aussi un savoir-faire et un rendement mécanisé que d'autres entreprises ne peuvent pas vendre. Et c'est aussi avec cette spécificité qu'on a de travailler avec la DRL qui fait qu'il nous a obtenir le marché de la DRL de Saint-Narbonne. Pour le faire dans les temps qui étaient courts. Pour le faire dans les temps, après nous avons monté le planning selon la demande de réalisation des travaux par la SNCF. Et du coup, c'était intéressant d'un point de vue pour eux car également c'était sur une période plus courte. Donc eux mobilisaient moins de moyens personnels. Donc du coup, il y a une économie qui se retrouve dans tous les domaines. Allons voir de près le travail de la DRLC. Sa première mission, le dégarnissage. Des godets qui se glissent entre les fils de rail récupèrent le ballast et le déposent sur des tapis qui l'emmènent vers un deuxième module où il sera procédé à son criblage, autrement dit au tri des cailloux, orientant d'un côté ceux qui ne sont plus au gabarit et de l'autre ceux qui peuvent, le cas échéant, resservir et être replacés sous les rails. Les premiers sont envoyés vers l'avant du convoi où les tapis les conduisent au travers de 3 VAD, des véhicules autodéchargeurs, dans lesquels ils peuvent être stockés en attendant d'être évacués vers les wagons tombereaux d'un troisième train, dit de terre, qui circule sur la voie d'à côté. Les seconds, ceux dont le calibre est suffisant pour qu'une réutilisation soit envisagée, sont réorientés vers l'arrière dans un module qui les réinjecte sur la voie. Dans le cas de ce chantier particulier, SNCF Réseau souhaitait renouveler totalement le ballast et ne réutiliser qu'une toute petite partie de l'ancien encore exploitable, et ce, uniquement au niveau de la sous-couche. La DRLC remplit enfin une troisième fonction, celle de pose des nouvelles traverses. Celles-ci, qui ont été préalablement stockées à l'arrière du train, sont récupérées par une grue, montée sur un pont, roulant littéralement sur les wagons plats qui les transportent pour aller les récupérer là où elles se trouvent et les ramener à un automate qui se chargera de les prendre 2 par 2 pour les positionner sur la voie en respectant la distance de 60 cm entre chacune d'elles. Les équipes travaillant sur ce module se chargent alors de fixer les rails aux traverses grâce à de nouvelles attaches et de retirer les entretoises devenues inutiles. Avant de passer à l'étape suivante, il faudra attendre que la DRLC ait traité l'intégralité de la voie et se soit retirée du chantier pour permettre à un 4e train d'entrer en piste. Celui-ci se chargera du ballastage, dont l'épaisseur dépend de la nature de la voie et des traverses utilisées. Là, on pose la M450 NVA en traverse et on doit mettre 200 sous-nit.
Ça fait quand même pas mal, ça fait quand même pas mal. Ouais. Donc le ballast usagé, vous le mettez dans la... On met tout sur le train terre, on a 20 tambouraux, on a 5 wagons plats. Donc tous les soirs, c'est presque plein. C'est presque plein. Sinon, on ne met aucun ballast usagé derrière. Et donc vous avez une base arrière sur laquelle vous allez traiter le... C'est ça. Entre-temps, du coup, quand on finit la zone, du coup, il y a une relève qui est faite en base arrière. Du coup, il y a une équipe donc, qui décharge les vieux panneaux qu'on a chargés. Il y a une équipe qui vide les tambouraux, qui vide le train de terre, et une équipe qui conditionne les wagons en traverse neuve. Je ne vous ai pas posé la question, mais c'est H24, hein, là vous avez commencé... c'est H24, là on tourne en 2-12, ouais. 2-12, 3-8, tout dépend des équipes, mais ça tourne H24. Ouais. Il y a toujours quelqu'un sur le chantier. Malgré une organisation millimétrée, vous vous en doutez, quelques aléas peuvent toujours se produire et provoquer des retards dans le planning prévisionnel de la journée. Celui-ci doit donc être très régulièrement revu pour s'adapter aux réalités du terrain. Et quand certaines tâches ne peuvent être réalisées à l'heure prévue, d'autres sont programmées à la place pour éviter toute perte de temps. C'est ainsi qu'au deuxième jour du chantier, pendant que la DRLC s'affaire sur l'une des voies, des soudeurs n'intervenant qu'à la quatrième et dernière étape du processus travaillent sur les rails d'à côté, la voie ayant été renouvelée et mise à niveau la veille. Pour permettre le fonctionnement des différents appareils électriques placés sur la voie, notamment ceux liés à la signalisation, le long rail soudé a en effet dû être tronçonné en différents endroits bien précis où des gics, des joints isolants collés, seront placés pour définir des zones électriquement isolées. Il reste donc à rétablir la continuité du rail, ce qui est fait à l'aide d'une soudure appelée aluminothermique, un procédé qui consiste à produire grâce à une réaction chimique de l'acier liquide. Un mélange d'aluminium et de grains d'oxyde de fer porté à 2500 degrés vient combler le vide et fondre les deux extrémités de rail de manière à les rendre de nouveau solidaires. Une opération de meulage permet d'enlever la matière superflue. Le rail constituant de nouveau un très long fil s'étirant sur potentiellement plusieurs centaines de mètres, se pose le problème de sa dilatation. Une question qui est également traitée lors de cette dernière étape d'un chantier de renouvellement voie-ballast et résolue par le traitement appelé libération du rail. Le but de la libération, en fait, c'est de libérer les contraintes du rail pour permettre, afin d'éviter des déformations de voie, rupture quand il fait froid et déformation quand il fait chaud. Et aujourd'hui, il fait particulièrement chaud. Aujourd'hui, il fait particulièrement chaud, donc ce qui est intéressant pour nous, c'est que le rail, il est à plus de 20 degrés, donc actuellement, nous sonnons à plus de 20 degrés, ce qui nous permet de faire un post-incorpo assez spécial, sans tirer au vérin, sans faire ça en libération naturelle, quoi. Ouais. C'est assez spécifique ce qu'on fait là actuellement. Là, votre collègue, il est en train de... Il est en train de desserrer, voilà, les attaches des traverses. Et actuellement, j'ai mes deux gars derrière qui sont en train de mettre les rouleaux afin que le rail puisse se guider naturellement et que les contraintes se répartissent correctement en fait sur toute la longueur du rail. Le but, c'est qu'on dessert. Avec notre releveuse, on lève le rail pour mettre des rouleaux. Et une fois qu'on a mis les rouleaux, on met le rail en vibration avec un frappeur. Et une fois qu'on a fini ce procédé, on enlève les rouleaux, on reprocède le serrage définitif. Pour la dilatation, vous avez des appareils de dilatation faits pour, des joints grands permissifs, tout ça qui permet de maintenir la dilatation du rail correctement. Donc les appareils de dilatation, ils permettent un libre mouvement des rails. Comme je vous ai expliqué par rapport à la dilatation du LRS, on en trouve particulièrement en fin de LRS, en fin de zone. Sur les lignes TGV principalement, on les trouve sur les ouvrages d'art, qui est assez conséquent. Puis c'est tout. Après, autre que les appareils de dilatation, nous avons des joints grands permissifs. Donc c'est en 3 x 18 mètres. En fait, c'est exactement le même procédé. En fait, c'est 3 barres 18 mètres jointées. Et les joints permettent de faire la dilatation. Tandis que l'appareil de dilatation, ce sont les lames. Ce sont les lames avec les coussinets qui se dilatent d'ici à là. Donc il y a une course. En fait, vous avez une course maxi jusqu'à là.
Voilà. Donc il y a le pisciné AI. Mais avant d'en arriver à ces étapes de finition, il en reste deux que j'ai pour l'instant laissées de côté, et pas des moindres. Il s'agit du ballastage et du relevage. Donc une fois que la substitution a été faite, il faut venir faire ce qu'on appelle le ballastage, c'est-à-dire qu'on a un train de ballast qui va venir ballaster la voie, puis des petits engins, donc tout ce qu'on appelle l'ensemble petits engins, en fait c'est boureuse, régaleuse, donc stab pour stabilisatrice. Alors parfois la stabilisatrice est inclue dans la régaleuse ou dans la boureuse. En fait c'est un module qui va venir faire vibrer la voie derrière le passage de la boureuse pour en fait vraiment tasser la voie. Les aléas du chantier faisant que les opérations de ballastage et de redressage prévues le samedi dans l'après-midi n'ont pu se dérouler que dans la soirée, c'est de nuit que je vous propose d'y assister. En attendant que le train de ballast, suivi des petits engins spécialisés dans ces opérations, n'entre sur le chantier, une petite précision sur la manière dont on procède pour évaluer les corrections à apporter sur la voie. C'est là que les repères topographiques qui ont été pris tous les 10 mètres lors des travaux préparatoires au chantier trouvent toute leur utilité. Alors là, je viens de faire un petit relevé de Méphisto pour avoir les défauts de la voie. Donc le dressage, le dévers et le relevage. Ça permet derrière d'envoyer les défauts de la voie à la boureuse pour qu'elle puisse corriger ça via plusieurs passes de bourrage et pour pouvoir rendre la voie dans un état circulable. Le Méphisto, c'est ton appareil ou que tu... Exactement, c'est le Méphisto. C'est un peu la modernisation du système mètre laser. Donc ça permet de donner des valeurs de dévers, la différence entre les deux fils de rail. Ensuite, ça permet de donner le dressage. Donc est-ce qu'il faut pousser la voie à droite, la remettre à gauche? En droite, on appelle ça plus, gauche, on appelle ça moins pour la géométrie de la voie. Et pareil pour le relevage, ça permet de savoir si on est trop haut, trop bas, combien il faut relever. Donc voilà, c'est les 3 données principales. Donc tu te déplaces avec ça sur les voies. Exactement. Et tu t'arrêtes tous les 10 mètres. C'est le service d'implantation qui fait ça, ils sont spécialisés dans ça. Là, on est sur une zone pas très compliquée pour implanter, c'est des petites distances, donc on l'a fait nous-mêmes. Parfois, il y a des projets, donc on améliore la géométrie de la voie. C'est pas des situations, c'est pas de la repose à l'identique. Donc là, on est à peu près sur un peu de l'identique. Il y a une 3e voie où je crois il y a un petit projet, mais là, ça reste de l'identique. On repose exactement au même endroit. Voilà. Donc en fait, après, c'est de la visée laser. Exactement. Et tu calcules le décalage entre ce qui devrait être et ce que tu... La situation actuelle, donc le réel, les valeurs réelles et les valeurs théoriques, donc celles qu'on cherche à avoir, c'est celles qui étaient avant qu'on commence les travaux, quoi. Le train de ballast, constitué exclusivement de wagons trémies, s'engage en refoulant sur la voie à traiter. Il dépose un lit de cailloux grâce à des orifices dont la taille de l'ouverture est contrôlée manuellement. Lorsqu'une trémie est vide, les ouvriers qui la conduisent passent à la suivante. Le bout du tronçon à traiter étant atteint, marque la fin de la première passe. Le train repart alors dans l'autre sens pour procéder à quelques compléments visant à combler les manques avant de céder la voie à la boureuse qui le suit. Les corrections à apporter à la voie sont entrées point par point dans l'ordinateur de bord et le travail peut commencer. Il faudra environ 1 heure à la boureuse pour parcourir les 500 mètres de voie à corriger. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cela secoue quand même pas mal. Et pour cause, l'engin s'arrête toutes les 2 traverses, le temps de procéder au bourrage du ballast. Avance de nouveau de quelques centimètres et s'arrête encore. Pour les équipes de TSO, cette dernière nuit risque d'être très longue. Dimanche matin, l'opération coup de poing arrivera néanmoins à son terme. Les voies seront rendues à la circulation en temps et en heure et les trains pourront revenir en gare de Narbonne. Ces travaux, même s'ils n'ont concerné finalement que quelques centaines de mètres de voies, ont toute leur importance. Ils devraient assurer pour les 40 à 50 ans à venir la pérennité de cette entrée en gare qui voit passer de très nombreux convois, dont beaucoup de fret, très lourd par conséquent, et éviter qu'à force de laisser les voies continuer de se détériorer, des mesures de restriction de la vitesse ne doivent être prises, impactant les temps de parcours de tous les trains. Et vous, aviez-vous déjà pu observer sur le terrain de tels travaux? Connaissiez-vous les différents métiers et les différents engins qui y interviennent? Je vous laisse me le dire en commentaire. Si vous souhaitez voir un peu plus de travaux ferroviaires et une boureuse en action sur une plus grande longueur, je vous conseille cet autre reportage que j'avais tourné l'an dernier sur un autre chantier qui s'est déroulé sur la ligne à grande vitesse Paris-Lyon, celui-ci.